Bien, mais peut-être que je propose qu'on démarre. Bienvenue à tous sur ce webinaire sur le bénévolat, donc sur les enjeux et les engagements et la pérennisation. Donc, ce que vous allez voir là, c'est le résultat d'un projet qui nous a tenu en haleine cette année. Et donc, on va voir ensemble un peu ce qu'on a pu en tirer. Je passe peut-être tout de suite la main, Solène, sur la suite, et puis je reprendrai plus tard, vous inquiétez pas. Oui, merci Merci. Annick. Bonjour à tous et merci pour votre participation. J'en profite pour vous informer que ce webinaire est enregistré puisque on va pouvoir en permettre le replay ultérieurement. Je vous remercie pour votre participation et en effet, donc ce projet, il s'appuie sur un réseau de partenaires variés et il a été porté cette année, donc à la fois par Big Pop, TASDA et le Gérontopole Auvergne-Rhône-Alpes. Mais on va vous dire comment finalement chacun s'est impliqué dans ce projet. L'idée de cette présentation, c'est à la fois de revenir sur le contexte du bénévolat et finalement aussi la première étape qui a été réalisée, ça a été de voir qu'est-ce que dit la littérature scientifique sur les enjeux d'engagement dans le bénévolat ou de sa pérennisation. Et puis, on vous présentera aussi les résultats des différentes enquêtes qu'on a pu mener et finalement comment elles ont pu se concrétiser via la mise en œuvre de préconisations. Alors, j'en profite pour avancer. Donc, comme je vous le disais, ce projet, en fait, il s'inscrit dans le cadre du Living Lab du Gérontopole-Aura, c'est-à-dire que tous les 2 ans, on lance un appel à expérimentation dans l'idée d'accompagner l'innovation, quelle qu'elle soit, technologique, sociale ou organisationnelle, en allant expérimenter sur le terrain via notamment des démarches plutôt tirées et issues, en tout cas, des sciences humaines et sociales. Et dans le cadre de cet appel à expérimentation, le projet GREB a donc été retenu pour travailler autour justement de ces réseaux de bénévoles, en s'appuyant notamment sur les outils et les services qui ont été développés par BigPop pour en voir finalement quels étaient un petit peu les usages, d'avoir des retours d'expérience et voir comment aussi cette plateforme et ce service pouvaient aussi être amenés à évoluer. Donc voilà, ce projet s'inscrit vraiment dans une démarche où l'idée c'est de dire on accompagne l'innovation au service de la gérontologie avec justement des liens très ancrés sur le terrain et les personnes qui utilisent aussi cet outil de manière régulière. Donc voilà un petit peu le contexte finalement dans lequel s'inscrit ce projet, mais avant tout je vous propose peut-être de vous présenter du coup quelle est cette solution pensée par BigPop. Anne, je te laisse la main. Très bien. Vous m'entendez? Bonjour à tous. Alors, si nous avons répondu à l'appel à expérimentation du Living Lab qu'a évoqué Solène à l'instant, c'est parce que nous avons une conviction forte sur les nouvelles manières de s'engager, les nouveaux modes d'engagement citoyen, et puis sur l'antidote à l'isolement des personnes empêchées par l'âge, la santé ou le handicap. Et donc, ce qui est optimiste, en fait, c'est que l'engagement est concret. Et les collectivités peuvent se l'approprier en réhabilitant les solidarités actives. Donc, Bipop répond par une logique de carte et pas de menu. Dans une logique intergénérationnelle, vous avez trois types d'entités. Les personnes qui ont besoin d'aide, les personnes empêchées, qui à 95% vont faire appel à des bénévoles, mais en appelant un numéro unique. À 95%, elles ne sont pas connectées à Internet, donc elles vont appeler le guichet unique, soit de la collectivité, de la commune, de la communauté de communes ou du département. Et puis, nous, on vient équiper en fait la commune d'un outil d'administration qui lui permet de relayer en 5 clics au réseau de bénévoles qui sont des citoyens, vous ou moi, mais des citoyens qui sont passés par la rencontre avec la collectivité, qui ont signé une charte de bénévolat et qui ont montré l'ensemble des documents qui permettent de garantir en fait une sécurité et une confiance qui s'acquiert. 50% des demandes sont acceptées en moins de 3 heures par les bénévoles. Et aujourd'hui, les territoires utilisent l'outil pour relayer
les demandes qu'ils ont choisies au départ, donc au lancement de leur dynamique citoyenne. Voilà les grandes lignes de Bipop. Bien sûr, l'enjeu est double, accompagner les personnes âgées ou les personnes en situation de handicap à vivre à domicile, hein, c'est quand même souhaité par plus de 80% de nos aînés, par exemple, et favoriser la mobilité des personnes isolées sur tous les territoires. Voilà Solène pour une première intervention sur Bipop, et puis je vous laisse, c'est plutôt votre tribune aujourd'hui. Merci. Alors, en effet, hein, ce projet, il repose sur une démarche assez mixte avec des approches assez complémentaires. Je vous le disais, hein, une première étape plutôt de revue de la littérature, puisque les enjeux du bénévolat ont finalement été quand même assez traités. Donc, on a fait un petit peu un état des lieux des connaissances sur l'engagement des bénévoles, et c'est ce qu'on va vous présenter par la suite. Et puis, donc, la mise en œuvre de 2 enquêtes qui ont pris finalement différentes formes. Dans un premier temps, plutôt une diffusion de questionnaires pour un petit peu comprendre quel était l'engagement des bénévoles et comment si on pouvait améliorer les pratiques. Donc, ce questionnaire, il a été diffusé plutôt auprès à la fois des personnes qui connaissent déjà le dispositif Bipop et qui sont déjà engagées dans cette dynamique, et puis aussi auprès d'usagers potentiels, hein, qui pourraient être amenés peut-être un jour à être en lien avec ce genre d'outils. Donc ça a été voilà, une diffusion plutôt par questionnaire. Et puis, de ces deux finalement étapes précédentes, en ont découlé des séances de design thinking, donc des ateliers collectifs, où finalement on a réuni autour d'une table des personnes issues de différentes communes qui utilisaient la plateforme pour aller creuser et aller plus loin finalement sur le service, sur l'outil et voir comment il pouvait être aussi ajusté et une nouvelle fois concourir à promouvoir le bénévolat, les réseaux de bénévoles et l'engagement en tout cas sur le long terme dans une activité bénévole. Donc vraiment une méthodologie à la fois via une littérature scientifique, via la diffusion et l'analyse du coup de ces questionnaires, et puis une séance très concrète d'ateliers comme ça, de groupe pour aller aussi creuser sur les solutions. Et c'est finalement, en fait, ce qu'on va vous présenter par la suite. Et puis, Capucine, je te laisse la main pour la présentation des résultats. Oui, je prends la main du coup. Alors, je pense que vous m'entendez bien. Vous ne me voyez pas, ma caméra ne fonctionne pas, j'en suis désolée. Tant que vous m'entendez, c'est le principal. Donc, pour commencer, comme l'a dit Solène, on a effectué une revue de la littérature donc, qui a été effectuée par le Gérontopolora. Et donc, je vais vous présenter les principaux éléments qui en ressortent. L'idée, c'était vraiment de faire un état des lieux de ce qu'on sait sur le bénévolat actuellement. Alors, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que vous voyez la diapo? Oui, ça fonctionne. Parfait. Donc, pour contextualiser, tout d'abord, il est important de définir le terme bénévolat. Donc, c'est un terme qui vient du latin benevolus, qui signifie bonne volonté. On a donc cette connotation positive à travers l'étymologie du mot. Et donc, le bénévolat n'implique aucune rémunération en échange de l'action qui est réalisée. C'est ce qui, d'ailleurs, le distingue du terme volontariat, où on a un statut spécifique, une protection sociale, et le volontaire reçoit une indemnité pour l'action qui est réalisée. Le bénévole, il peut s'identifier dans la société grâce à son activité de bénévolat. Donc, on a une identité sociale du citoyen actif. Et puis, cette connotation positive, elle est associée à celle du citoyen dévoué, utile, qui est disponible et responsable. Donc, on a vraiment toute cette représentation autour du terme bénévolat. Aujourd'hui, le bénévolat, il a tendance à être épisodique, donc avec un engagement qui est temporaire, intermittent, qui se fait de façon occasionnelle, à défaut d'un engagement sur le long terme. Et donc, pour illustrer cette tendance, dans la recherche, on parle de bénévoles USB, donc qui vont se brancher ou se débrancher quand ils le veulent ou quand ils le peuvent. Donc, c'est l'analogie qui a été trouvée.
Voilà pour ça. Et puis aujourd'hui, on a aussi cette notion d'engagement pour acquérir de l'expertise, pour développer son réseau, s'investir dans un processus de réalisation de soi. Donc cet intérêt à la fois personnel et puis professionnel de l'engagement bénévole. Alors, petite question pour dynamiser un peu les échanges et la présentation. Normalement, vous avez un quiz qui apparaît sur votre écran. Donc, selon vous, quel est le pourcentage de personnes bénévoles en France en 2023? 12%, 23% ou 37%? Je vous laisse 2 minutes pour y répondre. Si vous n'arrivez pas à répondre sur le quiz, vous pouvez directement répondre dans le chat si vous le souhaitez. Yannick, est-ce que tu peux afficher les résultats? Ça en a suffisamment ou Solène, je ne sais pas qui. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui répondent B. Alors pour ma part, ils sont affichés C. quand j'ai sélectionné. Mm. B, 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 B. B, ok, très B, B, bien. B, B, B. Globalement, on a 8%, enfin des résultats que j'ai eus, 8% ont répondu A, 23% ont répondu B, pardon, 12%. Il y en a 8% qui ont répondu 12%, pardon, 67% qui ont répondu Ouais. 23%, pardon, et 25% qui ont répondu 37%. Et donc la bonne Et bien réponse est effectivement, effectivement merci B. Yannick. Aujourd'hui, donc, enfin en France en 2023, 23% des Français étaient bénévoles dans une association, contre 24% en 2019, oui. Donc, si on regarde plus précisément, on voit que l'engagement des jeunes est croissant en France, contrairement à l'engagement des aînés, donc aux personnes de 65 ans et plus, pour lesquelles on observe une diminution de l'engagement. Sur les profils de personnes qui s'engagent, c'est majoritairement des personnes qui ont fait des études supérieures, donc qui ont un bac plus 2 notamment. Et puis, si on zoome en région Auvergne-Rhône-Alpes, en 2022, on a une diminution d'environ 15% d'engagement bénévole par rapport à 2019. Donc forcément, c'est associé à des événements qui se sont passés tels que la Covid, l'inflation, la situation environnementale, la situation politique. Voilà, beaucoup d'éléments qui viennent expliquer aussi cette diminution du bénévolat. Et puis en 2023, retour progressif à la situation d'avant-crise avec entre 1,6 et 1,7 million de bénévoles associatifs, dont 700 000 réguliers. Si on regarde le graphique ci-dessous, on voit en orange la proportion de bénévoles hebdomadaires qui a tendance à diminuer avec une légère augmentation, enfin une légère remontée entre 2022-2023, pardon. Et puis en bleu très plein, la proportion de bénévoles mensuels qui suit à peu près la même dynamique. Et pour finir, l'engagement des bénévoles ponctuels qui est à la fois stable et puis qui augmente un petit peu très légèrement ces dernières années aussi. Alors, les types d'engagement bénévoles, ils ont été étudiés depuis de nombreuses années et on distingue deux types d'engagement majeurs. D'un côté, on va avoir l'engagement intéressé, où la personne va être dans la recherche d'une activité sociale pour combler un vide ou un malaise dans l'existence. Bon, ce sont des mots assez forts, mais l'idée, c'est que la personne y trouve un réel intérêt pour elle, pour un service rendu, au contraire de l'engagement altruiste où en fait l'individu va s'engager pour respecter des normes, des valeurs qui lui sont propres et donc être aligné avec ces normes et ces valeurs-là. Des travaux, donc cette fois-ci plus récents, ont permis d'identifier les raisons, les motivations de l'engagement d'une personne. Donc, c'est une enquête qui est issue du baromètre d'opinion des bénévoles qui a été réalisé en 2022 et on voit trois grands types de motivation. Le premier, c'est d'être avec les autres. On retrouve donc la volonté d'avoir des contacts, des échanges avec les personnes, la convivialité aussi qui revient très fréquemment. La deuxième grande motivation, c'est d'être dans l'action. Donc, cette fois-ci, ça va être d'être efficace, utile, le sentiment de changer les choses, de faire progresser l'association. Donc voilà, d'avoir des actions qui sont impactantes et puis le sentiment du devoir accompli qui revient aussi assez fréquemment.
Et pour finir, cette notion de réalisation de soi, donc l'épanouissement personnel, découvrir un univers, tester des solutions, innover, la reconnaissance sociale, donc ça rejoint ce qu'on disait précédemment, et puis le moyen d'accéder à des responsabilités. Donc dans cette catégorie, on voit que c'est se réaliser à la fois personnellement, mais aussi professionnellement. Dans cette enquête, donc le baromètre, il a permis d'identifier aussi plusieurs facteurs qui influencent les pratiques des bénévoles. Il y a plusieurs constats qui ont été identifiés. Le premier, c'est qu'on a des responsabilités qui sont de plus en plus importantes, qui sont données aux bénévoles. Et ça a des conséquences. Presque la moitié des bénévoles disent être impactés sur le plan personnel et 12% d'entre eux indiquent que cela pourrait les contraindre à arrêter le bénévolat. Le deuxième constat, c'est l'inflation, avec des bénévoles qui limitent leurs déplacements ou qui vont limiter leur temps d'engagement, et puis des bénévoles qui se sentent aussi impactés par le manque de moyens dans leur association. Et pour finir, la baisse du bénévolat dont on parlait précédemment, qui amène à adopter une démarche parfois clientéliste, avec des bénévoles qui pratiquent, qui apprécient le télébénévolat. Voilà pour les divers constats. Et puis, dans cette logique de professionnalisation des bénévoles, on leur donne de plus en plus de responsabilités, cette démarche clientéliste, on voit apparaître des logiques managériales qui vont permettre de favoriser la mobilisation, l'engagement des bénévoles, qui, je le rappelle, a tendance à être de plus en plus épisodique. On a notamment cette volonté pour les bénévoles de bénéficier de formations en lien avec leur activité de bénévole. Donc là, je vous ai cité des exemples qui sont en lien avec des bénévoles qui interviennent auprès de personnes âgées ou de personnes fragiles. Donc la volonté d'être formé sur l'accompagnement sur la fin de vie, les maltraitances, comment faire une visite à domicile, le secourisme aussi en cas de problème, savoir agir, réagir en cas de trouble du comportement, savoir alimenter une conversation aussi, et puis connaître le rôle du bénévole, donc ses droits, ses devoirs, et aussi les limites de l'engagement de bénévole et du cadre d'intervention. Pour finir, avant-dernière slide, pardon. On a donc, comme je le disais, cette nécessité d'avoir un système de management des bénévoles pour favoriser leur motivation. Et il y a plusieurs éléments qui entrent en compte, notamment la représentation positive de la structure, l'intérêt personnel du bénévole. Donc ça rejoint ce qu'on disait sur le fait que le bénévole a besoin de s'y retrouver dans ses missions, dans les valeurs qui sont transmises, des tâches qui soient gratifiantes et utiles, se sentir capable d'intervenir auprès des personnes âgées, donc ça rejoint complètement l'idée d'être formé pour être apte et se sentir capable. Un système souple, donc qui puisse s'adapter aussi aux contraintes et aux volontés du bénévole, avec cette tendance épisodique, donc de pouvoir s'engager ou pas comme il peut, comme il veut. Une couverture donc par l'assurance en cas de problème, donc pour les questions de sécurité, et puis des tâches clairement établies qui permettent aux bénévoles de s'y retrouver dans sa mission sans pour autant déborder ou aller au-delà de ses missions de bénévole. Et donc pour finir, cette fois-ci, l'une des manières de favoriser l'engagement bénévole, ça peut être aussi de passer par un réseau, où donc on va avoir plusieurs personnes qui vont se fédérer autour d'un projet commun, qui vont s'identifier à ce réseau, ce qui va permettre aussi une facilitation du bénévolat. Et donc il y a plusieurs facteurs qui ont été identifiés comme impactant le réseau de bénévoles, notamment l'ancienneté de la structure, la légitimité pardon, aussi de la structure sur la thématique, la diversité des profils, le côté innovant, l'expérience de réseau, donc est-ce que cette structure est bien ancrée sur le territoire ou est-ce qu'elle est nouvelle, la diversité des géographiques, donc c'est-à-dire d'aller pouvoir toucher les personnes les plus éloignées qui sont peut-être isolées, le nombre de personnes impliquées, donc la solidité du réseau et puis la nouveauté du sujet. J'ai fait rapidement balayer donc, la revue de la littérature. Donc pour conclure, on peut voir que le bénévolat contemporain, il évolue vers des dynamiques épisodiques avec des logiques parfois managériales, et puis une volonté du bénévole de développer une expertise à travers des formations, de se sentir valorisé.
Et donc, les dynamiques de réseau sont un exemple de modification du bénévolat. Donc, ces éléments en fait, qu'on a identifiés dans la littérature scientifique, ils nous ont permis de construire nos questionnaires d'enquête pour aller interroger les pratiques de bénévolat actuelles. Et donc, je vais laisser Yannick Jutasda reprendre la main et vous présenter les résultats de ces enquêtes. Merci. Tac. Donc, sur les résultats des enquêtes, n'hésitez pas à réagir hein, dans la partie conversation. Mais voilà, n'hésitez pas, nous verrons quand est-ce que nous pouvons rebondir dessus. Donc, je vous ai représenté très rapidement la démarche. Hein. Donc, vous avez vu la partie revue de littérature. Et donc, comme le disait Capucine, on a utilisé en fait cette revue de littérature pour essayer de trouver donc, ces facteurs d'engagement que l'on pourrait traduire en propositions opérationnelles qu'on a essayé d'intégrer donc dans les enquêtes pour pouvoir les confronter vraiment au terrain, quoi, finalement, derrière, et voir finalement, par exemple, on a vu dans la revue de littérature, être avec les autres, le contact, les échanges, et on a essayé de le traduire en une fonction d'échange entre bénévoles, avec un carnet d'adresses de bénévoles pour des contacts entre membres du réseau. Ou être en action, être efficace et utile, et ben, des informations pour aider une personne fragile dans les actes de la vie quotidienne. Voilà. Et donc, on a fait, on a fait 24 propositions pour des bénévoles, on a fait 7 pour les personnes retraitées, mais globalement, voilà, on a travaillé ces enquêtes pour essayer de confronter finalement à la fois donc auprès de bénévoles actuels, ben, ces nouvelles propositions, on leur a fait ces nouvelles propositions, puis on a essayé de repérer aussi, d'appréhender leur engagement existant pour le confronter finalement à cette revue de littérature. On disait dans la revue de littérature, le bénévolat est plus jeune, on est plus en mode USB, hein, je redis les termes, mais en gros, l'idée est là, c'est-à-dire un peu plus, un peu moins engagé, et donc on se pose la question de comment est-ce qu'on peut les aider à s'engager. On a confronté ça donc au niveau des enquêtes auprès des bénévoles. On a essayé donc de prospecter des nouveaux services avec l'appétence pour ces nouveaux, comme je vous disais, nouvelles fonctions qu'on pourrait proposer. Et auprès des personnes retraitées, eh ben, on a essayé de travailler sur la représentation qu'ils pouvaient avoir autour du bénévolat. Et puis, de la même manière, on leur a proposé un certain nombre de services et on leur a demandé un peu leurs suggestions pour encourager cet engagement. Tout ça a été utilisé derrière et pour faire des hypothèses d'évolution de la plateforme Bipop qu'on a pu confronter au moment de l'atelier de réflexion qu'on a mené donc, auprès des deux communes. Donc, je vais vous présenter plus précisément ces deux derniers points, évidemment. Le premier, donc, en chiffres, si je dois vous donner tout ça en chiffres, l'enquête en ligne donc, a donné lieu auprès des bénévoles à 164 réponses. Alors, c'est un peu moins que ce qu'on attendait, mais honnêtement, dans le temps qu'on avait, nous, on est super contents. Parce que, en fait, on a eu voilà, un délai assez court pour répondre. Et finalement, 164 réponses, ça nous permet quand même d'avoir un niveau de confiance assez important. Alors, un niveau de confiance de 95% avec une marge d'erreur à 7%. Voilà, bon, c'est pour ceux à qui ça peut donner des éléments. Ça veut dire qu'on a quand même des résultats qui sont statistiquement plutôt fiables. Donc, on est quand même très content. Donc, merci vraiment à tous ceux qui ont pu relayer, réagir, etc. Parce que ça nous a permis d'avoir ces réponses-là. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on évoquait dans la revue de littérature hein, que on est plutôt sur des gens jeunes qui sont donc moins branchés. Sur combien de temps ça a été diffusé pendant un peu plus d'un mois, le questionnaire. Et donc, le profil des répondants, ce qui est intéressant, c'était plutôt une femme. Ça ne vous étonnera pas, parce que la plupart du temps, les aidants sont des femmes. Les bénévoles, ça ne m'étonne pas que ce soit principalement des femmes. Alors, je dis une femme, c'est à 68% dans notre cas. Et âgée entre 25 et 86. Et si on s'arrête là, on dit effectivement, entre 25 et 86, on a des gens plus jeunes, on a des gens plus âgés, ce qui est vrai. Mais en moyenne, en fait, on est à 60 ans. Et donc, c'est intéressant parce qu'à 60 ans, plus ou moins 13, pour être plus précis.
Et ce qui est intéressant, c'est que là-dedans, eh ben, la revue de littérature, elle nous disait justement que la tranche des 50-65 sont les moins représentés. Pour autant, ben, finalement, voilà, parce qu'ils représentent 19% des bénévoles associatifs. Et là, finalement, ben, on n'est pas sur du bénévolat associatif et ça fait peut-être une différence parce qu'effectivement, on a des gens qui sont disons, finalement très représentés dans la tranche d'âge concernée, autour de 60 ans. Donc ça, c'était plutôt intéressant. Ce qui est intéressant aussi, c'est que donc parmi les territoires qui ont été un peu sollicités, alors je dis un peu partout en France, donc c'est des bénévoles hein, qui sont utilisateurs de la solution de la plateforme Bipop. Et en fait, principalement, donc, ont répondu les Alpes-Maritimes, le Rhône et l'Ain parmi 8 départements déclarés. Donc voilà, il y a des gens un peu de partout, donc c'était assez intéressant aussi. Voilà. Et donc ça pour la partie bénévole. Sur la partie personnes retraitées, donc on a eu 457 réponses. Alors c'est sur la même période, mais on a diffusé très largement au niveau national. Donc on a eu la chance d'avoir énormément de réponses, donc même plus qu'attendu, donc c'est très bien. Ça nous a permis d'avoir un niveau de confiance de 95% avec une marge d'erreur à 4,58, ce qui est donc encore une fois des résultats pour le coup quand même assez fiables. Bon, plutôt très fiables. Donc on est très content de ça. Voilà, et l'usager est également une femme, globalement à 72%, donc on est un peu sur la même proportion. Âgé, alors là, on visait plutôt des personnes retraitées, mais en fait, des gens ont répondu, même en étant plus jeunes, parce qu'ils sont susceptibles aussi de faire appel à un bénévole. Donc, on avait des gens qui ont répondu entre 20 et 96 ans. Donc, c'est bien, à 96 ans, certains ont encore répondu à notre questionnaire, ce qui est super. Et en moyenne, plutôt 67 ans. Voilà, donc des gens, globalement, quand même plutôt des retraités. Pas plus ou moins à 10 ans. Donc, certains sont encore actifs, évidemment. Voilà, et puis après, principalement en Isère, parce que peut-être qu'on rayonne plus en Isère, nous, mais il y en a quand même en Paris, Haute-Loire, Loire-Atlantique, Rhône, donc il y a des gens un peu de partout. Via quel réseau? Alors attendez, je repasse sur la conversation parce que je n'ai pas eu votre question. Via tous nos réseaux, en fait, nos réseaux, que ce soit TASDA, des jeux Rentopol, de Bipop, voilà, tous ceux qu'on a pu toucher. Voilà, et donc ça nous a permis donc d'avoir, comme je disais, des résultats plutôt qui nous conviennent au niveau statistique. Et puis donc au niveau des ateliers, on a réussi à toucher 13 bénévoles qui ont participé à cet atelier auprès donc 13 bénévoles de 2 communes. Donc c'est super pour un atelier, il ne faut pas forcément plus, hein, donc c'est très bien. Parce qu'après, la réflexion est compliquée. Si on s'interroge donc sur cet engagement, donc comme je le disais, on a traduit finalement cette revue de littérature en questions concrètes et on a voulu confronter cet engagement vu de la revue de littérature à l'engagement tel que les bénévoles utilisateurs de la solution Bipop ont pu répondre et on voit que bah, effectivement pour rendre service aux autres, me sentir utile, etc., c'est la raison majoritaire pour pourquoi je m'engage, suivi de pour être avec les autres, pour le contact, les échanges, la convivialité, faire de belles rencontres et suivi de avoir une activité dans mes temps libres ou pour me réaliser personnellement. C'était intéressant de voir aussi que voilà, je peux avoir aussi, on était dans le don contre don, on a évoqué ça hein, en première partie, et ben voilà, je peux avoir aussi des intérêts pour moi aussi. Donc c'était plutôt intéressant. Et puis, je l'ai oublié entre-temps, pour participer à un changement de société plus solidaire, inclusive, économe, durable. Voilà. Donc, globalement, on a un engagement qui reflète finalement les engagements qu'on a pu repérer dans la revue de littérature. Donc, c'était plutôt intéressant. Concrètement, ils se sont engagés pour un certain nombre de services auprès de Bipop, de la plateforme, et finalement, ils s'engagent d'abord pour des visites de courtoisie, hein, pour du maintien de lien social, et ça correspond tout à fait voilà, à leur engagement.
Et puis, en deuxième lieu, pour des aides à la mobilité, plutôt l'accompagnement aux courses, l'accompagnement aux rendez-vous médicaux, et puis des crescendo aux services plus ponctuels de livraison de courses ou des petits bricolages ou des aides informatiques. Voilà. Et donc, la couleur est volontairement dégradée parce qu'effectivement, leur engagement est plus fort sur du maintien du lien social. Ils participent davantage à ça. Et puis, voilà. Et puis, à la marge, selon le contexte des communes, il y a d'autres activités comme du portage de repas ou des épiceries solidaires. Mais voilà, il y a d'autres actions qui sont réalisées. Et donc, quand on leur a posé des questions, comme je disais, on a essayé de traduire finalement ces facteurs d'engagement. On l'a traduit en 24 propositions et puis ils ont répondu sur ces 24 propositions. Donc, dans les propositions, on en a plusieurs qui renvoient donc aux sensibilisations, aux informations pour quelque chose. On pourrait faire le lien avec, on fait le lien avec les facteurs qu'on a pu repérer en première partie sur la revue de littérature, être en action, être efficace et utile. On a besoin de se sentir efficace et utile. Et donc, on va demander des informations pour aider une personne fragile dans les actes de la vie quotidienne, pour discuter avec une personne fragile qu'on ne connaît pas, etc. Mais ça renvoie aussi à finalement se réaliser, découvrir un univers jusque-là inconnu. Typiquement, voilà, on n'a pas forcément l'habitude de discuter ou d'atteindre, de toucher des personnes fragiles. Et donc, finalement, voilà, on a besoin d'éléments pour pouvoir savoir comment m'y prendre. De la même manière, pour des informations régionales, les informations générales sur les enjeux sociaux, sur le bénévolat, etc., ça va renvoyer aussi finalement sur se réaliser, découvrir un univers jusque-là inconnu. Voilà, puis des retours ou des retours et des informations sur les actions, ça va renvoyer avec être en action, être efficace et utile. Vous voyez, enfin voilà, on arrive à faire un lien finalement à tous ces facteurs qu'on a pu repérer. Et donc là-dedans, on retrouve encore le code couleur qui vient nous dire, finalement, majoritairement, ces bénévoles, ils ont été intéressés par des sensibilisations de type pour secourir quelqu'un. On l'a évoqué dans la revue de littérature, voilà, les premiers secours. Et donc, du coup, voilà, c'est ce qui est ressorti également de l'enquête, des sensibilisations pour secourir quelqu'un, par exemple, c'est des liens vers des vidéos, etc. C'est ce qui est ressorti en priorité. Suivi des informations pour aider une personne fragile dans les actes de la vie quotidienne, des informations pour discuter avec une personne fragile qu'on ne connaît pas, etc., etc. Donc, et donc, vous les avez vraiment dans cet ordre-là, des retours de la part de personnes que le réseau de bénévoles a accompagnées. Donc, avoir des retours finalement sur mon action, c'est intéressant. Ça va être voilà, des nombres de ressentis positifs qu'ils ont pu avoir, les retours que les particuliers ont pu me faire, etc. Voilà, et puis en fait, on retrouve à la fin, mais quand même, des éléments intéressants pour ces bénévoles-là. Ils ont quand même été retenus parmi ces 24 propositions. Donc là, on en retrouvera 11 à la fonction d'échange entre bénévoles. C'est quelque chose qui était important pour eux. Je ne m'appesantis pas plus là-dessus, mais si vous le souhaitez, nous pourrons revenir là-dessus, évidemment. Si on s'attache du côté des personnes susceptibles d'utiliser une plateforme de bénévolat, enfin, ou de passer par des bénévoles, on leur a posé un certain nombre de questions. Donc, comme je disais en introduction, comment il se représentait finalement le bénévolat, et on retrouve sans surprise l'écoute, la disponibilité, la bienveillance, l'empathie, l'accompagnement, plein de mots-clés finalement qui définissent selon eux le bénévole. Et finalement, ce qui me donne confiance dans le bénévole, ça va être un certain nombre d'éléments, notamment le fait que c'est la même personne que je revois, je commence à la connaître, donc j'ai confiance en elle. Je l'ai déjà vue au moins une fois avant de faire quelque chose avec elle ou avec lui. Je connais aussi les autres actions de bénévolat qu'il a fait.
Voilà, on va retrouver majoritairement ces éléments-là. Et puis, bah, pour certains, le fait que la commune me l'a présenté, c'est quelque chose d'important parce que voilà, c'est un tiers de confiance. Et donc, j'ai confiance dans ma commune. Donc, ça me permet de donner confiance aux bénévoles finalement par défaut. Et finalement, voilà, il y a un certain nombre de leviers et de freins à la demande d'appui d'un bénévole qu'on a travaillé aussi dans le cadre de cette enquête. Alors, il y en a beaucoup trop pour pouvoir tous les évoquer ici, mais on a trop peu de temps, mais on pourrait en discuter pendant longtemps, mais notamment sur la communication, sur la sensibilisation à apporter sur le vieillissement, sur le bénévolat, sur la promotion du réseau de bénévoles, sur les conditions d'accès, sur la non-stigmatisation, enfin sur un certain, voilà, des communications qui permettraient finalement de promouvoir ce réseau de manière la plus incarnée possible. Une facilité d'accès à la demande, donc ça c'est pour eux c'est assez important. Alors on va le voir donc, côté bénévole aussi évidemment, c'est important pour eux leur faciliter l'accès à l'accès à la mission quelque part. Et donc côté bénéficiaire potentiel, côté personne susceptible d'utiliser un réseau de bénévoles ou d'accéder à des bénévoles, voilà, s'ils ont besoin de confiance et de sécurité, d'avoir une certaine fiabilité de référence, d'avoir un soutien moral et psychologique, de pouvoir apporter aussi leur reconnaissance aux bénévoles. Et puis, bon, bah, après, à l'inverse, il y a des gens qui rentrent chez moi, donc il faut faire attention à mon intimité, à ma vie privée. Je peux être un peu méfiant, je peux manquer de confiance en moi ou en la personne, etc. Donc, il y a tous ces enjeux à travailler, évidemment, pour limiter ces freins et garder leur confiance, quelque part. Et pour le coup, donc, ces bénéficiaires potentiels de bénévolat, eh ben, ils seraient prêts à un certain nombre de choses, et notamment eh ben, participer à un moment convivial à un moment donné pour pouvoir remercier ses bénévoles, lui écrire, prendre des nouvelles, le remercier, etc. Remplir un questionnaire, pourquoi pas, sur ma satisfaction sur les missions réalisées. Je dis pourquoi pas, on est quand même à 21%, hein, mais voilà, on est quand même, les bénéficiaires sont prêts à ça. Témoigner de ma satisfaction de son accompagnement. Ils sont 14% à être prêts à faire ça. Et puis après, on arrive sur d'autres éléments, sur lui donner une belle carte, lui apporter des gestes de gratitude, alors un cadeau, on dit, comment dire, symbolique, c'est-à-dire ça peut être un gâteau, des bonbons, des chocolats, un truc en fin de mission, parce que j'ai envie de lui montrer que finalement j'étais content de sa mission. Je peux aussi vouloir garder le contact et être en soutien puisque de ce que ce bénévole peut vivre aussi. Je peux faire attention à mon accueil. Donc, je suis prêt à voilà, faire attention à bien l'accueillir pour qu'il se sente bien aussi dans sa mission et lui apporter une reconnaissance verbale, lui dire clairement voilà, ce que j'ai pensé de sa mission. Bah, après, tout n'est pas toujours positif, hein, mais en tout cas, échanger avec lui. Et puis lui apporter donc un certain nombre de reconnaissances, formelles et informelles. Ça peut être aussi, ben, je suis prêt à témoigner, comme on disait. Hein. Si on s'appuie sur les suggestions que chacun a pu faire, hein, donc à la fois les bénévoles et à la fois les utilisateurs potentiels de bénévolat, ils ont apporté un certain nombre de suggestions pour encourager les engagements de bénévoles qu'on peut catégoriser assez sobrement dans de ce type de catégorie, reconnaissance et valorisation. Ça va être une attestation. Pour certains, ça peut être intéressant de fournir une attestation avec les périodes et les missions sur le statut de bénévole.
sur les retours quantitatifs, statistiques, sur le nombre de bénévoles, sur le nombre d'heures qui ont été réalisées, ou s'il y a des retours qualitatifs sur leur satisfaction, sur les retours qu'ils ont pu avoir, tous les retours d'expérience qu'on peut avoir. Sur le côté formation, encadrement, tout le côté l'accompagnement qui est très très important. On verra aussi un peu plus loin. Mais voilà, cet accompagnement, ce suivi, ce soutien sont essentiels pour encourager cet engagement, avec des formations, si possible, des formations adaptées dans l'accompagnement de personnes fragiles ou âgées, hein. Ça rejoint les propositions qu'on a fait en amont. La flexibilité, la souplesse et la diversité des engagements. Donc, selon les disponibilités de chacun, selon les souhaits de chacun, le type d'intervention souhaité, selon leur secteur géographique, selon leur langue, voilà, en fait, voilà, on a besoin à la fois de pouvoir aider et à la fois d'être libre de pouvoir le faire quand on peut. On en revient finalement sur ce qu'on disait un peu en amont sur le, alors, c'est peut-être pas le terme USB, peut-être pas forcément approprié ici, mais on est quand même on cherche à avoir une certaine liberté d'engagement, et ça, c'est une certaine souplesse, et c'est super important. Et ça, c'est une difficulté selon les réseaux de bénévoles, hein, mais une difficulté qu'on pourrait avoir. Mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose qui est remonté, qui est quand même assez, qui est à tenir compte si vous voulez monter un réseau de bénévoles. Au niveau communication et sensibilisation, voilà, il est important de bien communiquer sur les missions possibles, sur les limites aussi de ces missions et sur sur les aides possibles, voilà. En termes de bien-être et d'épanouissement, ça va être la mise en avant de l'aspect moral de la belle action, des bénéfices pour la santé mentale, du sentiment d'utilité, sans cacher le temps que ça prend. Des réflexions sur ses propres besoins aussi. Donc ça, c'est intéressant de voir sur les besoins de chacun. C'est important en tant qu'aidant, finalement, qu'on reconnaisse aussi mes propres besoins, parce que j'ai besoin de me sentir utile. Donc, il faut qu'on voit que je suis utile quelque part, par exemple. Et puis sur les clarifications des rôles et des missions, on a vu que voilà, c'est important d'avoir un cadre d'intervention écrit, clair, précis, avec une clarté de l'offre par rapport aux besoins, et de bien comprendre les compétences et les limites du bénévole. À tous les niveaux, hein, c'est-à-dire au niveau du bénévole lui-même, qui peut être un peu perdu éventuellement, comme du point de vue de l'utilisateur du réseau de bénévoles, qui lui n'est pas toujours au clair sur ce qu'on va attendre du bénévole, qui pourrait être amené à lui demander éventuellement plus. Alors, j'en profite d'une question dans la reconnaissance des bénéficiaires. Est-ce qu'on a pu avoir des retours sur une aide mutuelle? Oui, on a eu des retours sur. Alors, quand on entend aide, c'était plutôt sur une écoute, comme je disais, on garde contact, et finalement, le bénévole, des fois, voilà, il vit des choses pas forcément facile non plus, et pour autant, il a envie de s'investir dans le bénévolat, et il s'investit, et donc voilà, parfois ça passe par l'écoute mutuelle finalement aussi. Bon, c'est ce qui me vient en tout cas à l'esprit quand des retours qu'on a pu avoir. Si on passe sur la partie atelier, donc on a animé, comme on disait, un atelier. Merci Anne. Donc on a animé un atelier auprès de 13 bénévoles de communes, et on a pu avoir un certain nombre de résultats, alors notamment sur donc des retours, hein, sur les maquettes qui ont été proposées. Comme je disais, hein, l'enquête elle a servi aussi à faire des propositions d'évolution de la plateforme qu'on a proposées évidemment à cet atelier. Donc ça a permis
de spécifier des éléments d'interface. Et puis, bah, ça a permis de faire remonter finalement un facteur majeur d'engagement qui était vraiment cette liberté de choix. On a bien mis en avant que les bénévoles, ils apprécient cette liberté de choisir et de planifier leur mission. Alors, il se trouve qu'avec des outils comme la plateforme Bipop, c'est assez facile parce qu'en fait, il se trouve que il propose une notification de mission et puis, bah, en gros, je prends pas. Et on est sur le summum quelque part de la simplicité. Voilà, si je peux prendre, tant mieux. Si je peux pas prendre, eh ben, je ne prends pas. Et puis quelqu'un d'autre prendra. On arrivera à trouver une solution. Il y a pas de souci. Mais voilà, c'est en tout cas quelque chose à savoir si je souhaite développer une autre solution, voilà, concurrente ou pas, enfin, sur une solution complémentaire éventuellement, ou si je souhaite développer un réseau de bénévoles, c'est important, voilà, de tenir compte de cette liberté de choix. Sur l'utilisation de la plateforme, donc cette plateforme, elle a deux formes. Elle a une forme web, c'est à la fois un site web, on peut l'utiliser par le web, et à la fois il y a une application mobile. Et c'était pas forcément des utilisateurs de l'application mobile pour le coup, mais ils ont préféré l'application mobile, notamment pour sa simplicité et ses notifications instantanées qui permettent justement d'accepter ou refuser des missions. Et donc ça, c'était intéressant parce que voilà, on est sur une population de bénévoles qui, eh ben, voilà, c'est plus simple pour eux d'utiliser un téléphone et d'utiliser une application mobile. C'est plus, ben, on revient sur la liberté de choix. Ça me permet de choisir plus librement. Et si parfois je peux avoir besoin d'aide pour configurer quand même mes préférences, donc c'est important d'avoir finalement quelqu'un qui peut m'aider quand même à utiliser cette application. Au niveau de la communication, c'était intéressant parce qu'ils utilisaient WhatsApp, alors, ou concurrent, mais il se trouve que là, ils utilisaient celui-là, peu importe. Et en fait, pour eux, c'est un outil qui est très utile pour avoir une communication rapide et un échange d'informations. Et en fait, on verra aussi que c'est un outil qui peut être, on verra juste après, que c'est assez intéressant aussi pour des nouveaux bénévoles. Et pour accueillir des nouveaux, c'est plus facile finalement d'intégrer des nouveaux bénévoles à travers un réseau de communication WhatsApp où ils peuvent échanger finalement plus facilement. Mais ils utilisent aussi d'autres canaux, donc par email, par des appels directs ou la plateforme en ligne, mais c'est vrai qu'ils l'utilisent visiblement moins fréquemment. Voilà, et puis on a pu avoir quelques éléments complémentaires qui étaient intéressants. Donc, en premier lieu, on a pu mettre en avant que le rôle de la coordinatrice ou du coordinateur, parce qu'il y a aussi quelques coordinateurs de réseau, il est très, très, très important pour la dynamique du réseau. Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose, si vous êtes une collectivité qui souhaite mettre en place un réseau de bénévoles, eh ben, il ne faut pas négliger cet aspect-là. Le coordinateur est très, très important. Alors, évidemment, il s'appuie sur un outil, hein, donc là, en l'occurrence, il s'appuie sur Bipop, sur la plateforme. Mais voilà, sans le coordinateur, l'outil, il ne peut pas grand-chose. Et par contre, l'outil est utile, hein, je n'arrive pas à l'utiliser. Mais voilà, il faut voilà, vraiment pas négliger ce rôle de l'humain finalement là-dedans qui vient coordonner tout ça et qui va pouvoir bah, accueillir justement les nouveaux. Donc, animer le réseau, hein, d'une part, évidemment. Donc, comme on disait, organiser éventuellement, enfin, oui, éventuellement. Organiser des temps conviviaux, animer, rencontrer les bénévoles et donc en particulier accueillir les nouveaux. Et donc, ben, voilà, cet accueil, il est vraiment essentiel pour bah, se sentir bien accueilli et donc participer, continuer à s'engager, hein, clairement. Donc derrière, eh ben, on retrouve sur finalement ce WhatsApp qui a été utile pour apporter un certain support finalement. Bah ouais, je me retrouve dans une situation, moi, j'ai pas l'habitude, voilà, j'interviens chez quelqu'un, c'est la première fois. Alors, bon, a priori, je serais plutôt en binôme pour une première, mais à un moment donné, je me retrouve tout seul.
Et ben voilà, je peux avoir WhatsApp qui peut m'aider pour répondre à mes premières questions, quoi. Puis pour échanger, pour faire du retour d'expérience, voilà, pour pas mal d'éléments. Encore une fois, je dis WhatsApp, mais n'importe quel outil de communication de ce type-là, quoi, hein, de type conversation en large échelle et puis assez rapide, quoi. Et puis, donc, le dernier élément qui était intéressant, c'était ils ont bien fait remonter l'importance de l'articulation avec l'écosystème. C'était important de bien connaître finalement les actions locales, le plan canicule, ce que propose le CCS, etc. C'est important de bien connaître tout ça pour pouvoir bien se coordonner avec, finalement, bien s'articuler avec. Voilà. Et au final, donc, cet atelier nous a apporté quand même pas mal d'éléments. Il a permis comme je disais, de faire travailler la- travailler l'outil, quoi, derrière aussi, pardon. Et puis, on a un certain nombre de préconisations qu'on a pu sortir finalement, qui portent sur l'évolution de l'outil technique, évidemment, et également sur l'animation du réseau, donc du processus des collectivités. Et donc, finalement, ces préconisations, elles permettent de répondre à 3 objectifs majeurs, selon nous. Mettre à disposition des outils et modes opératoires pour l'organisation des bénévoles et du réseau, accompagner les bénévoles à construire et maintenir leur posture et soutenir le développement tout au long de la vie donc des bénévoles et du réseau. Et donc, au regard de ces 3 objectifs, on a pu repérer finalement un certain nombre d'attendus qui sont, en termes de flexibilité, on a dit, hein, l'importance de pouvoir s'investir à la carte, ce qui est assez facilement géré par une application. La centralisation, donc on n'est pas obligé d'avoir un seul outil, mais c'est quand même intéressant d'avoir une seule application pour tout gérer, parce que c'est plus facile d'utiliser qu'un seul outil. Mais finalement, on voit qu'ils ont utilisé WhatsApp, c'est pas non plus antinomique, hein. Mais voilà, de limiter en tout cas l'usage du nombre d'outils pour se simplifier la vie quelque part. C'était intéressant de voir aussi qu'on a besoin d'instantanéité. Donc, comme je disais, on veut pouvoir gérer instantanément une mission, c'est-à-dire je prends pas. Et il se trouve que d'habitude, je suis dispo sur ce moment-là, et ben là, exceptionnellement, je ne le suis pas, donc ben, je ne vais pas prendre la mission. Ou inversement, d'habitude, je ne suis pas disponible sur ce temps-là, et puis là, il se trouve que ce temps s'est libéré, donc je vais pouvoir prendre la mission. Et donc finalement, je vais pouvoir être très flexible, on revient sur cette flexibilité, et je vais pouvoir répondre en instantané, mais je souhaite aussi pouvoir anticiper, c'est-à-dire prévoir les absences, dire, ben voilà, je sais que je serai pas là sur cette période, et ben j'aime autant prévenir, et comme ça, on ne me donnera pas de mission sur sur ce moment-là. Et on retrouve finalement ces 2 éléments, même si majoritairement, ils apprécient hein, globalement quand même, je prends pas, et pour certains, ils disent, ben, même si je suis en vacances, je vois la mission qui vient, ben, c'est pas grave, je vais pas la prendre, mais je la vois, ça me permet de suivre quand même, et ça me gêne pas. Mais voilà, pour d'autres, et c'est important que finalement je puisse anticiper aussi. Le cadre administratif est important aussi, donc c'est important sur les justificatifs fiscaux et les défraiements pour certains. Alors certains disent, bon, voilà, je m'en moque, mais pour certains, voilà, c'est important. Et on a pu, alors en échangeant avec eux, montrer une préférence pour des échanges plutôt non monétaires, comme des bons d'achat. Voilà. Même pour du défraiement, en fait, finalement. Sur le deuxième élément, donc accompagner les bénévoles à construire et maintenir la posture, c'était la posture était vraiment très, très. Enfin, était très. On a pas mal échangé dessus, voilà, pour le dire plus clairement. On a pu repérer l'importance d'une bonne communication entre les pairs et avec les bénéficiaires. Et donc, c'est des questions qui reviennent même après, en échangeant au long cours. Voilà, il se pose régulièrement la question de quelle est la bonne posture à- à- à avoir finalement quand j'interviens auprès d'un bénéficiaire. Euh,
Voilà, l'engagement et le sens. Donc, ça va être de créer finalement des conditions d'accueil qui donnent du sens à cet engagement, en alignement avec ses propres valeurs et ses motivations, hein. Euh, on va, il va falloir se questionner sur les besoins des bénévoles et personnaliser finalement cet accueil et ce suivi, ce qui n'est pas facile, hein, quand on développe un réseau de bénévoles. Et donc la communication entre pairs, qui est, comme je disais, essentielle pour le soutien et l'ajustement et la fédération du collectif aussi, hein, se sentir vraiment un réseau. Finalement, on n'est pas des bénévoles les uns à côté des autres, on est bien un réseau. Et donc, c'est une manière de fédérer aussi, au-delà de l'outil Bipop qui permet déjà effectivement d'avoir un cadre commun, de se dire, ben voilà, pouvoir communiquer ensemble directement, et ben c'est un moyen de se fédérer aussi, finalement. Et enfin, donc soutenir le développement tout au long de la vie, et ben, on retrouve finalement ces aspects formation, donc notamment sur les premiers secours, sur l'assistance à la vie quotidienne, sur le cadre et les limites relationnelles. Voilà, donc des thèmes des thèmes d'intérêt, hein, qui sont ressortis notamment de la revue de littérature, mais qu'on a pu confirmer avec les questionnaires sur, voilà, sur la relation avec des inconnus, sur les... Et enfin, eh ben, il y a- ils sont remontés finalement l'importance de donner sur l'impact social des actions de bénévoles pour le développement du collectif, la motivation des bénévoles. Donc, c'est sur ces préconisations, finalement, donc, je reprends donc ces trois objectifs. Et on a pu apporter des préconisations donc, aux deux niveaux, comme je disais, au niveau à la fois de l'outil technique et à la fois du processus, du réseau, de la collectivité, de l'animation, etc. Et donc, on retrouve finalement des éléments que Bipop fait déjà, hein, pour certains, ou qui va faire pour d'autres. Voilà. Mais notamment pouvoir faire un rappel d'événements pour des sondages ou des missions non prises, parce qu'il peut arriver que j'ai pas pris sur le moment et puis voilà, finalement la mission, dans 3 jours, elle doit avoir lieu et il faudrait peut-être quand même qu'on arrive à trouver quelqu'un. Donc une notification, ça m'aide aussi à me dire, ah bah oui, mais finalement j'avais dit que je pouvais pas, mais finalement je peux. Enfin, donc un outil qui est très pratique pour pouvoir finalement rappeler, hein. C'est bien l'intérêt d'utiliser une application, c'est aussi de pouvoir envoyer finalement des notifications. Apporter également une assistance, hein, pour aider les bénévoles, comme je le disais tout à l'heure, par exemple, à configurer son outil, mais aussi parce que je peux avoir un certain nombre de questions sur la mission, etc. Donc, donc là, c'est notamment sur l'outil, mais on va avoir aussi sur le côté finalement collectivité le même genre d'éléments. Sur le paramétrage, sur les disponibilités, sur le secteur d'intervention, sur les types de missions. Voilà, il faut pouvoir paramétrer tous ces éléments-là pour pouvoir trouver finalement les missions qui me correspondent et qui me conviendront le mieux finalement, qui permettront d'éviter des déplacements peut-être très loin, alors que c'est peut-être pas forcément très facile pour moi. Voilà, pour vous donner juste un simple exemple. Et puis, côté collectivité, c'est intéressant de pouvoir valoriser des outils complémentaires à la plateforme. Donc, on a évoqué par exemple PanoPocket, hein, qui permet de faire de la communication sur ce qui se passe autour, enfin, dans la commune, hein, globalement. Et donc, c'est intéressant aussi de pouvoir les mettre en avant. Des outils complémentaires comme le site du CCAS aussi, qui propose aussi un certain nombre de choses. Donc, c'est toujours, on revient sur ce que je disais tout à l'heure, sur l'articulation finalement avec l'écosystème. Donc, c'est intéressant de pouvoir les valoriser. Et les pop-up aussi ont été encouragés finalement pour pouvoir animer le réseau. Donc voilà, faut pas hésiter. Et pas hésiter non plus à varier les canaux de communication. Voilà, donc là, l'idée, hein, c'est finalement, si je suis une collectivité, par exemple, qui veut mettre en place un réseau de bénévoles, ou si je cherche à développer un outil, je vais avoir un certain nombre d'éléments finalement à faire,
intégrer dans mon cahier des charges, quoi, quelque part. Et donc, par exemple, pour accompagner les bénévoles à construire et maintenir une posture, eh ben, il est important de porter une attention sur les textes de l'outil, finalement, notamment sur la confidentialité des informations, parce qu'effectivement, je vais partager des éléments, je vais écrire des choses sur mon outil, et c'est important de bien comprendre à qui ou avec qui je vais les partager. Qui aura accès à ces éléments? Est-ce que mes pairs bénévoles vont pouvoir y accéder? Est-ce que la plateforme va pouvoir y accéder? Est-ce que l'animateur ou l'animatrice va pouvoir y accéder? Voilà, donc c'est important d'être au clair là-dessus, parce que du coup, bah, ça me permettra aussi, moi, en tant que bénévole, de faire attention à ce que j'écris aussi et d'en attendre aussi finalement des retours, de dire bah, finalement, voilà, j'ai écrit ça, je sais que vous y avez accès, et j'attends finalement que vous en teniez compte quelque part. Mettre à disposition la charte des bénévoles, c'est important qu'ils puissent y avoir accès facilement, et donc par exemple sur la plateforme, c'est intéressant qu'il l'ait. Je crois que c'est le cas d'ailleurs déjà, mais voilà, en tout cas c'est intéressant qu'il l'ait. Enfin, dans le cadre de Bebop, je veux dire. Afficher des témoignages, des tutoriels d'utilisation de la plateforme, le livret d'accueil. Voilà, il y a plein d'éléments en fait qui sont intéressants et qui peuvent être complémentaires quelque part de l'outil. Le livret d'accueil, il n'a pas forcément besoin d'être sur la plateforme, hein, mais là, c'est important en tout cas qu'il y ait un outil, par exemple de type livret, pour pouvoir accueillir un nouveau bénévole et qu'il puisse finalement s'y référer au-delà de demander finalement à son référent de réseau, quoi. Et au niveau des collectivités, en fait, si je souhaite mettre en place, ou si j'ai mis en place un réseau de bénévoles, et ben, c'est important que les coordonnateurs soient sensibilisés aux effets psychosociaux de l'engagement, hein, voilà, qu'un bénévole, bah, il peut être amené à s'épuiser aussi, qui peut être amené à en faire plus parce qu'il veut aider, et en fait, et à se sentir finalement en difficulté. Et donc, c'est important que ces coordinateurs soient sensibles à ces effets-là, à ces risques-là, pour pouvoir mieux les accompagner derrière ou mieux les éviter s'il est possible de les éviter. Fournir des supports d'animation aussi sur ces enjeux de la relation. C'est des choses qui nous sont remontées aussi et qui nous semblent importantes. Et enfin, bah, mener des campagnes de recrutement qui soient à la fois diversifiées, on disait par divers biais, hein, évidemment, par différents canaux, de différentes manières, et surtout non stigmatisants, et sans omettre de questionner le besoin aussi du bénévole. Parce qu'en fait, comme on l'a dit dès le début, il ne s'engage pas de la même manière selon sa manière de s'engager, son souhait d'engagement. Si je m'engage parce que je cherche à y gagner quelque chose, entre guillemets, ben je ne m'engagerai pas de la même manière que si c'est purement altruiste, ni si c'est un peu entre les deux, hein, avec cette relation de don contre don qu'on évoquait tout à l'heure. Et enfin, soutenir le développement tout au long de la vie des bénévoles et du réseau. Donc, des préconisations qu'on a pu faire au niveau de l'outil technique, c'est valoriser les retours des bénéficiaires de manière mesurée, à travers notamment le livre d'or, par exemple, ou à travers un indicateur de fidélité. Ils sont un certain nombre à être revenus, un indicateur de motivation, à travers un bilan personnel et un bilan du réseau. C'est intéressant aussi d'avoir, pour certains, c'était plus important d'avoir le bilan global du réseau. Le réseau a, je sais pas, par exemple, il a 20 bénévoles qui ont répondu à 30 missions. Enfin voilà, c'est ce genre d'éléments-là, finalement, ça leur permet aussi de, de continuer à s'engager finalement, parce que voilà, je sens que on fédère finalement le réseau. Et donc, on se sent intégré finalement dans ce réseau. Pour les communes, une chose qui nous semblait intéressante, c'est de pouvoir générer ces indicateurs pour pouvoir justement, sur les indicateurs d'impact social,
derrière, pouvoir dire, ben voilà, tac, 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 dans ma commune, ce qui est important pour moi en tant qu'élu, c'est de pouvoir savoir combien j'ai de bénévoles. J'ai besoin que de ça. Moi, j'ai besoin de savoir s'ils reviennent. Moi, j'ai besoin de savoir si... Voilà. Donc, pouvoir générer finalement ces indicateurs, ça permet de pouvoir adapter finalement la réponse, enfin, ou les mesures aux besoins finalement identifiés par la commune. Et au niveau donc des processus des collectivités, ben, donc, organiser des séances de retour de travail collectif qui sont fondées sur les retours d'impact, donc pour pouvoir avancer, construire une offre, co-organiser, faire évoluer finalement ce réseau, enfin le créer jusqu'à le faire évoluer. Valoriser les retours, notamment par un temps convivial, par exemple, ou des séances de retour d'expérience, avec une possibilité de faire de l'analyse des pratiques professionnelles. Même si on est d'accord, le bénévole n'est pas un professionnel, il n'est pas rémunéré, etc. Mais quand même, il s'intéresse finalement à sa pratique et comment il peut, comment tout ça peut s'améliorer en fait. Pas forcément comment lui-même peut s'améliorer, ce qui est quand même le cas d'un certain nombre d'entre eux, mais aussi comment finalement tout ça peut s'améliorer. Donc à travers des outils d'analyse de pratiques de pratiques professionnelles, on peut arriver à sortir des éléments. Et puis, intégrer cette démarche dans un plan de communication régulier, quoi, finalement, parce que des bénévoles, il y en a besoin tout le temps. Donc, voilà, il faut faire vivre les choses. Donc, on disait annuel, probablement, voilà, il faut l'intégrer dans la démarche. Donc, c'est les plans qui sont organisés finalement chaque année. Donc, ça ne veut pas dire qu'on communique une seule fois par an, mais en tout cas, il faut l'intégrer. Et puis donc intégrer d'autres outils, donc comme on disait tout à l'heure, le livret qui peut être un livret des actions des autres associations ou des autres services alors, locaux de la commune ou autour, mais voilà, qu'on peut avoir accessible finalement non loin. Voilà pour la partie résultats et préconisations. J'embraye, si ça vous convient. Alors, j'avoue que je n'ai pas suivi la partie conversation, mais on regardera ça au niveau des échanges. On gardera un temps d'échange à la fin. Donc, soyez rassurés, nous regardons ça en détail. Sur une partie perspective, on a imaginé un certain nombre de choses, mais c'est absolument pas limitatif ni exhaustif. Mais on a un certain nombre d'éléments complémentaires, notamment donc, sur un premier aspect qui est finalement d'élargir, d'investiguer ces conditions d'engagement d'un bénévole pérenne en élargissant aux actions collectives. Et donc, dans ce cadre-là, on a mené un atelier avec la MSA auprès de bénévoles animateurs d'ateliers collectifs et de bénévoles élus. Voilà, donc c'était pas le lieu aujourd'hui de vous en présenter les retours, mais voilà. En tout cas, ça fait partie des perspectives de l'étude qu'on vous a présentée, et donc on a commencé à investiguer là-dessus. Une autre perspective, c'était l'étude de cas de 2 communes qui sont engagées. Donc c'est une étude qu'on mène avec Mutlog, avec donc notamment l'entretien de l'écosystème autour de ces 2 communes, et voilà, de voir un peu comment ces réseaux de bénévoles se mettent en place et comment elles sont accompagnées ou comment mieux les accompagner éventuellement. Et sur les 3 points que j'évoquais tout à l'heure, donc mettre à disposition des outils et modes opératoires pour l'organisation des bénévoles et du réseau, sont ressortis notamment le benchmark des modalités de défraiement dans différentes communes, voir un peu comment ça se pratique. Mais c'est qu'un exemple parmi tant d'autres, et je suis sûr que vous aurez plein d'autres perspectives ou plein d'autres éléments à mettre en avant à ce niveau-là. De même qu'on a proposé de travailler sur les bonnes pratiques de communication dans le réseau de bénévoles. Donc ça, c'est des choses qui sont remontées selon nous et qui sont importants pour finalement bien
construire et maintenir sa posture. Et enfin, dans la mesure d'impact, inclure la satisfaction des coordonnateurs, parce qu'eux-mêmes, effectivement, ils ont leur mot à dire finalement dans l'impact du réseau ou l'impact de ce qu'on a pu mettre en place. Donc, on aimerait bien expérimenter l'articulation entre le bénévolat et le parcours professionnel dans une commune volontaire. Voilà, donc ça, c'est des premiers, c'est des perspectives qu'on a, mais comme je vous disais, pour nous, il y a matière, c'est assez riche pour pouvoir avoir d'autres perspectives, notamment des perspectives de recherche des perspectives d'accompagnement. Voilà, j'espère que j'ai pu vous éclairer sur un certain nombre d'éléments. Et maintenant, mais écoutez, la parole est à vous, donc n'hésitez pas à interagir sur le chat. Je vais commencer à reparcourir. Si tu veux, Yannick, Oui. je peux lancer. On peut peut-être regrouper dans un premier temps les questions qui s'intéressent particulièrement à BitPop. Il y en a 3 ou 4, et je me tourne peut-être vers toi, Anne, concernant l'utilisation de WhatsApp. Est-ce qu'il y a une communication des adresses? S'il y a un DPO joignable chez BitPop. J'en avais noté aussi une autre sur est-ce que cette plateforme est disponible sur des applications smartphone grand public. Est-ce que dans un premier temps, peut-être Anne, tu peux répondre à ces questions? Alors oui, j'étais en train de répondre par chat. Le DPO de Bipop, oui, vous pouvez vous adresser à moi, c'est le plus simple. Donc je vous ai donné mon adresse mail dans l'espace de conversation. L'application est disponible sur les stores Apple et Play Store sous l'intitulé GED ici. C'est une application dédiée aux bénévoles, d'où son nom. Et puis la troisième, qui était la première question, concernait un WhatsApp. Donc il y a un canal de conversation qui existe entre le bénévole et le territoire, ou l'animateur du territoire, ou l'animatrice, et entre le bénévole et le bénéficiaire. Donc un canal interne à l'application mobile et au web. Donc accessible aussi bien sur l'application mobile pour les bénévoles que sur le web pour les bénévoles, les territoires et les bénéficiaires. Est-ce que j'ai répondu? Il y avait d'autres questions? En tout cas, j'en profite pour remercier Yannick pour la clarté de la restitution. Si je poursuis, il y a quelqu'un qui s'interrogeait sur finalement la terminologie au moment où Yannick, tu évoquais ces séances d'analyse de la pratique et justement de voir comment celle-ci pourrait s'intituler. Est-ce qu'on n'appellerait pas ça plutôt en effet retour de mission, retour d'expérience? En effet, la terminologie paraît importante dans ce cadre-là puisqu'il ne s'agit pas évidemment d'une pratique Tout professionnelle. à fait, mais c'est bien du retour d'expérience dont on parle. On Des parle de partages Retex, nous. d'expérience. Ouais, Retex, Rex. Tout à fait. Tout à fait, mais tout ce qui nous permet finalement de partager autour de des situations qu'on a pu vivre et de comment on a pu les gérer et finalement, voilà, toute l'expérience qu'on a pu accumuler, qu'on peut partager avec ceux qui n'ont pas eu cette expérience-là éventuellement ou qui en ont eu d'autres, quoi. On a une personne alors, qui nous posait 2 questions différentes. Le lien entre les différences entre Bipop et voisinage, et puis les enjeux d'éthique. Alors, ça mériterait peut-être de préciser la question. Est-ce que voisinage, Anne, ça te parle? Alors, voisinage, j'ai un trou, mais pour clarifier, hein, une première chose déjà, c'est que Bipop, je mets des guillemets, ça n'est qu'un outil, pardon Anne, mais ça n'est qu'un outil au service d'un réseau de bénévoles. D'accord? Et donc, vous pouvez le trouver sur l'application, et je parle sous ton contrôle Anne, mais Bipop sera mis en place dans le cadre
de la mise en place d'un réseau par la commune. Donc, c'est un outil. Voisinage, à ma connaissance, c'est un réseau, il me semble. Je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est un réseau. Je ne sais pas si vous pouvez le confirmer, mais du coup, il pourrait s'appuyer, pourquoi pas, sur ce genre d'outil. Oui, est-ce que je peux compléter, Yannick? Oui, bien sûr. En effet, nous, ce qu'on dit souvent aux collectivités qui s'intéressent à Bipop, c'est qu'avant tout, il y a une volonté. L'usage de l'outil s'appuie sur une volonté. Donc, une volonté de déployer un réseau de bénévoles. Et c'est à partir de cette volonté que nous, on va apporter les moyens de le faire. Mais on apporte aussi l'ingénierie, parce que l'outil seul ne fait pas tout. Il y a toute l'ingénierie que tu as pu évoquer, d'ailleurs, sur l'animation, sur l'organisation, sur la transmission, sur la formation, qui est très importante. Et on apporte un accompagnement justement pour mobiliser les acteurs des territoires ou pour intégrer des bonnes pratiques. Donc pour la différence, ben, il y a plein de dynamiques qui existent et heureusement en France pour aider les personnes en situation de fragilité, que ce soit par l'âge, la santé, le handicap, l'isolement social. Et je crois que voisinage, si vous regardez, c'est un chantier d'insertion engagé. Donc c'est, comme disait Yannick, plutôt une dynamique citoyenne. Euh, je ne sais pas si elle utilise un outil, mais on pourrait tout à fait imaginer qu'elle pourrait utiliser un outil comme Bipop. Voilà pour le complément. Merci. Mais j'appuie sur le fait qu'un outil sans service n'est rien. Ça, c'est ce qu'on dit depuis toujours au TASDA, et donc c'est bien. C'est qu'à Bipop, vous avez tout à fait. Je dis intégrer ça, mais c'est pas grâce à nous, hein, vous l'avez fait de votre côté. L'histoire nous l'a fait Tout à fait. en prendre. Il y a d'autres questions. Combien de Oui. coordinateurs pour accompagner les bénévoles? Là, ce serait plutôt les territoires qui pourraient répondre. Nous, ce qu'on sait des pratiques des territoires, c'est qu'on a une personne, souvent notre interlocuteur au sein d'un territoire, c'est la personne qui anime le réseau, qui accueille les bénévoles, qui entend, qui prend les appels, qui relaie les appels sur l'outil et qui va écrire le petit mot qui va bien pour que les bénévoles puissent comprendre quel est le besoin. Donc, c'est une personne. Et selon la taille du territoire, selon la taille du réseau, c'est un temps donné sur, je dirais, une feuille de route, sur un emploi. Euh, c'est quelques heures à une journée, je dirais, par jour, mais je peux me tromper. Sur un département, on a par exemple, si on reprend l'exemple, il y a eu un webinaire organisé par Idealco en avril dernier. Il y a 2 téléconseillères qui gèrent l'ensemble des demandes bénévoles d'un seul département, pour vous dire. Et elles gèrent à la fois les demandes, donc elles relaient les demandes qui leur parviennent par téléphone, et elles rencontrent aussi les communes avec lesquelles elles vont signer des conventions de partenariat. Et c'est je dirais, les 2 axes de leur feuille de route. Je suis en train de parcourir, excusez-moi, hein, les questions. Il y a une personne qui fait une remarque assez intéressante, une nouvelle fois sur la terminologie, mais sur cette différence entre communauté et réseau, et qui soulève finalement le constat que par ce constat justement d'un bénévolat qui est plus épisodique, est-ce qu'il ne faudrait pas davantage parler de réseau, c'est-à-dire de ces connexions plus ou moins ponctuelles entre bénévoles, plus qu'une communauté qui sous-entend, vous me dites si je traduis bien, mais qui sous-entend plutôt des aspects très ancrés sur le territoire, avec des individus qui ont une histoire commune, qui partagent des valeurs communes. Est-ce qu'on n'est finalement pas un petit peu entre les deux? C'est un vrai sujet en tout cas. Oui, c'est un vrai sujet. Je peux aussi apporter des éléments je dirais, miroir des territoires. Selon les territoires, on a des bénévoles qui sont, selon leur motivation, hein, comment dire, la présentation de Yannick et puis la présentation de Capucine dans la revue de littérature montre que les motivations des bénévoles sont
très différentes et que certains vont se sentir partie d'un réseau, d'autres vont se sentir constitutifs d'une communauté parce qu'ils sont là beaucoup plus souvent, ils sont présents à toutes les réunions, ils agissent plusieurs fois par semaine, dont certaines personnes agissent plusieurs fois par jour. Donc on a des profils très différents et c'est ça le rôle aussi de l'animateur ou de l'animatrice qui va impulser un certain état d'esprit. Donc c'est dans les mains, là je dirais que c'est les limites de l'outil, qu'on ne veut surtout pas d'ailleurs faire aller plus loin sur les aspects de confiance, d'humain, d'animation, parce que c'est justement là que réside la valeur de l'humain, je pense. Donc nous, on a souvent échangé avec ça. On ne veut pas, chez Bipop, que l'outil se substitue à l'humain. Donc c'est un outil de mise en relation, qui reste un outil de mise en relation, mais qui ne va pas substituer les relations. Et donc, en complément, j'ai la question, et l'éthique dans tout ça? Très bonne Je pense que question. ça s'y prête bien. Tu peux continuer à répondre là-dessus, il me Très bonne semble. question. C'est une question que là, je prends un peu ma casquette de chercheur à l'université de Compiègne. C'est une des questions principales de notre activité. C'est où et quoi, mais qu'est-ce qu'on va encapsuler dans la technique de ce qu'on veut rendre possible. C'est-à-dire, on veut mettre en relation des personnes fragiles avec des personnes qui ont envie d'aider. Donc, on va rendre service à deux types de populations, plus un troisième type qui est la commune, puisqu'elle elle est volontaire pour impulser cet engagement citoyen. Donc, on voit qu'on est effectivement dans une dynamique où on construit le monde tel qu'on a envie, dans lequel on a envie de vivre finalement. Qu'est-ce qui aujourd'hui existe? On a tout type de technologie et leur contraire. Ce qui nous constitue ce qui constitue notre éthique, c'est de dire que la technique est au service de l'humain, donc elle vient en suppléance de l'activité humaine, et comme je le disais précédemment, elle ne vient pas en substitution de l'activité humaine. Ça paraît très très subtil. En effet, chaque jour, chaque fois qu'on développe ou qu'on nous demande une fonctionnalité, on se pose la question, est-ce qu'on vient au service de l'activité, en soutien, pour faciliter la mise en relation, pour sécuriser la mise en relation, ou est-ce qu'on vient en substitution, c'est-à-dire on vient enlever de la capacité d'agir? Et tout notre guide, notre éthique d'une certaine manière, c'est de donner de la capacité d'agir aux citoyens avec libre arbitre, responsabilité et engagement, sans contrainte ni obligation, mais avec, si engagement, il y a un engagement d'aller jusqu'au bout et de restituer le retour d'expérience de la mission au territoire. Donc on a les outils pour cela et on développe pour cela. Voilà notre engagement éthique. Quelques mots. Après, si vous voulez, on a 30 pages de PSSI, de politique de sécurité et d'engagement pour le respect du règlement européen en matière de protection des données. Donc, on y travaille. C'est une très bonne question. Je vous remercie de l'avoir posée. Mais c'est une vraie question aujourd'hui avec les GAFA. Enfin, si la parole m'est donnée encore, on voit qu'on s'inscrit facilement sur un Facebook. Enfin, on voit l'engouement de toutes les structures sur des systèmes de type GAFA qui, parce qu'ils sont gratuits, vont absorber nos données et les exploiter pour mieux répondre à des soi-disant besoins, mais en tout cas mieux connaître nos modes de vie. Nous, notre engagement, c'est d'héberger les données en France. Elles sont à Villeneuve-d'Ascq. Elles sont protégées. Elles sont hébergées donc chez un hébergeur français avec des sécurités qui respectent le règlement européen des données personnelles. Donc, on ne partage aucune donnée. On n'a même pas de cookies sur les sites, les plateformes Bipop.
C'est-à-dire qu'on ne peut même pas, euh, comment, vous souhaiteriez savoir qui a fait quoi sur une plateforme, eh bien, notre engagement est de ne pas donner, de ne pas garder les traces de ce que les gens font sur ces plateformes. Donc, le dépôt des cookies n'est pas autorisé chez nous et on ne revend pas les données. Donc, je ne sais pas si ça répond aussi à cette question éthique. Je ne sais pas ce qui se cachait derrière. Mais il y a effectivement, c'est une vaste question aujourd'hui qui est très actuelle et on est engagé là-dessus. Et puis là, tu évoquais l'éthique côté outils et puis évidemment côté coordination. Et ben, quand on parlait du travail sur la posture, on travaillait sur l'accompagnement, etc. Donc il y a tout un travail éthique aussi auprès du réseau finalement, donc auprès de l'accompagnement humain. Mais voilà, on dépasse le cadre de l'outil lui-même, hein, j'entends. C'est vrai, on peut dire aussi, Yannick, ce que tu viens de dire, c'est que les personnes qui sont au contact des collectivités avant qu'elles s'engagent, bah, sont les mêmes personnes qui vont suivre les collectivités. Donc on a Yann pour la partie sud de France et puis William Bach sur la partie nord de France, qui sont vos interlocuteurs directs pendant comment dire, avant et puis pendant tout le suivi et l'accompagnement des territoires. Donc là aussi, c'est notre engagement. Alors, il y avait une question sur les conditions d'intervention auprès des collectivités. Ça, on pourra en discuter par ailleurs. Il n'y a pas forcément le lieu là, mais en fait, il est possible d'imaginer plusieurs choses. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous et on pourra en discuter. Bon, écoutez, en tout cas, si vous avez évidemment d'autres questions qui vous viennent, n'hésitez pas, on reste évidemment disponible pour venir vous apporter des compléments d'information. Alors, je vois que l'heure tourne, on peut peut-être prendre effectivement la dernière question qui vient d'arriver Oui. sur le chat et puis il faudra qu'on s'arrête ensuite. Donc, le risque, si aucun lien avec les acteurs locaux déjà existe en effet, n'est-il pas de subsister à des substituer, je pense plutôt à des projets, pardon, d'effacer les services à domicile fragilisés par manque de financement? Comment donc ce lien est-il ou aimeriez-vous qu'il soit fait et comment vous y aider? Je peux y répondre en quelques secondes. Vas-y. C'est que Merci justement, Claudie. Merci Anne. oui, si tu veux bien, mais justement, les bénévoles jouent ce rôle de sentinelle et vont faire remonter les situations qui seront des situations préoccupantes ou nécessitant l'intervention des professionnels. Souvent, ce sont des personnes bénéficiaires qui ne peuvent pas faire appel à des professionnels pour tous les besoins qu'ils ont. Qui n'en font tout simplement pas, qui ne font pas appel. Donc, c'est important de valoriser les bénévoles, que ce soit des citoyens engagés ou des associations qui s'inscrivent aussi sur les plateformes Bipop et qui vont faire remonter ces besoins. Voilà, j'ai essayé de faire très court. Merci à vous. Merci à tous. On avait une dernière question en fait, il me semble. On avait un dernier sondage, mais si vous avez 2 minutes pour le remplir, avec plaisir. Il doit pouvoir s'afficher normalement chez vous. Et sinon, eh ben, merci à tous dans tous les cas. Merci pour vos questions, merci pour votre écoute. Voilà, si vous avez 2 minutes encore, on reste un peu encore dans les temps. Bien, ben, je pense qu'on a fait le tour. Merci à tous et au plaisir pour de futurs échanges. En vous souhaitant à tous une bonne journée et puis bah, au plaisir. Merci, très bonne journée à tous. Merci, bonne journée à tous. Bonne journée à tous.